semble-t-il, à l'intérieur du Bataclan. Parce qu'il y a eu d'autres fusillades. Une France déterminée, une France unie, une France rassemblée. Alors qu'il est journaliste au service religion du quotidien La Croix, Samuel Liéven rencontre Thomas et Benoît, deux frères d'une famille profondément catholique. Leurs choix religieux les ont conduits sur des trajectoires opposées, jusqu'à perdre le contact. Le choc des attentats de novembre 2015 marque un nouveau tournant dans leur vie de famille. Samuel Liéven a suivi leur parcours. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 5. Thomas et Benoît, les convertis du 13 novembre. Bonjour, je suis Samuel Liéven. Quand j'ai écrit ce récit sur Thomas et Benoît, j'étais journaliste au service religion de La Croix. Alors cette histoire, c'est celle de deux frères, Thomas et Benoît. L'aîné, Thomas, est musulman. Il tient une librairie islamique dans la banlieue nord de Paris. Et le deuxième, Benoît, est prof agrégé de philo. Il a passé plusieurs années au séminaire parce qu'il voulait être prêtre. Aujourd'hui, il est père de famille. Voilà, et l'histoire de ces deux frères est assez étonnante parce que leurs choix religieux, personnels, assez radicaux, ont longtemps entraîné une division de leur famille. Eux ne se sont plus vus pendant plusieurs années. Et ce récit raconte comment les attentats du 13 novembre 2015 ont paradoxalement contribué à rapprocher cette famille que ces choix avaient longtemps séparés. Donc la rencontre avec Benoît remonte à assez loin. On est en 2012 et Benoît vient de quitter le séminaire. Il recommence ses études de philo presque à zéro et comme il ne sait pas encore bien ce qu'il veut faire de sa vie, il fait un stage à Bayard au sein de la rédaction de Pèlerin où j'étais à l'époque journaliste. Il a déjà un look très proche de celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire petite barbe très maîtrisée, coiffure qu'il est un peu moins. À l'époque encore plutôt habillé séminariste, de temps en temps un chapeau. Voilà, c'est vraiment l'intellectuel, on sent que ça réfléchit. Et donc, un midi, on se rencontre et j'avais envie de faire sa connaissance. Et puis voilà, je le prenais un peu pour ce à quoi il ressemblait, c'est-à-dire finalement un séminariste très classique, bien sous tout rapport, ce qu'on appelle un peu caricaturalement les Versaillais, quoi. Et la conversation court sur l'islam, et donc il me dit qu'il trouve que la façon qu'on a dans nos journaux de traiter de l'islam est parfois un peu naïve, que notre appétence pour le dialogue ne correspond pas à l'islam réel. Alors je lui demande, mais en fait d'islam réel, qu'est-ce que tu y connais, toi, en tant que séminariste qui a passé quelques années à Issy-les-Moulineaux? Il me semble pas que ce soit là qu'on rencontre forcément l'islam réel. Et là, il noie un peu le poisson, et pour finir, voilà, au bout de quelques minutes, il me dit, écoute, en réalité, cet islam-là, je suis en contact de manière assez intime, puisque mon propre frère s'est converti à l'islam il y a quelques années. Et qu'on s'est perdu de vue depuis un certain temps. Et qu'à travers lui, je sais comment ça se passe. Cet islam des banlieues, je le connais de très très près. Et donc, je suis un petit peu surpris. J'essaie d'approfondir un petit peu la conversation, qui prend d'un seul coup un tour très, très concret, très surprenant. Et puis voilà, on retourne travailler et son stage se termine quelques jours après, mais on décide de rester en contact. Et donc on se donne des nouvelles assez régulièrement. Lui comprend assez vite que la philo l'intéresse plus que le journalisme. Ça ne nous empêche pas de rester en contact. Les années passent, j'entre à La Croix entre-temps. Et un matin de janvier 2015, on est tous frappés de stupeur par les attentats de Charlie Hebdo. Et on est tous à la recherche d'un mode de traitement un peu original et c'est pas directement lié évidemment, mais je repense quand même à cette histoire de conversion un peu brutale, d'islam des banlieues, etc. Et donc je rappelle Benoît en prenant le risque quand même que ce soit mal interprété. Et en fait, il comprend assez vite ce que je veux. Il comprend qu'on n'est pas dans un amalgame, qu'on est juste dans une volonté de comprendre un peu cette société française d'aujourd'hui, au-delà des attentats. Voilà.
Et donc, on se rencontre près de la Cato de Paris, où il suit ses cours en licence de philo, et je lui dis, voilà, est-ce qu'on pourrait envisager de se rencontrer avec toi, ton frère, et voilà, que ce soit un témoignage croisé, un récit. J'ai pas d'idée très précise à ce moment-là en tête, et il me dit, tu sais, c'est très compliqué, en fait, avec mon frère, même si on a commencé à se parler un peu depuis quelque temps, c'est le mutisme total sur les attentats, il en parle pas, mes parents sont plutôt inquiets, donc c'est quand même un sujet délicat. Bon, je peux essayer de voir auprès de lui s'il y a moyen, mais voilà, je sens que c'est un peu fragile. Et donc, j'insiste pas davantage. On continue néanmoins de rester en contact, mais pas grand-chose de concret ne sort de cette première rencontre. Arrive novembre 2015 et les attentats du Bataclan, et là, cette fois, c'est Benoît qui m'appelle. Je sens un fond de panique dans sa voix. Son frère vient d'être perquisitionné. On est quelques jours après les attentats. Et il me dit c'est scandaleux. Il est automatiquement soupçonné d'être peu ou prou mêlé à des réseaux terroristes parce qu'il tient une librairie. Mais moi, je le sais, je connais mon frère. Il peut pas être mêlé à ça. C'est pas lui. Et alors évidemment, je suis touché par cette alerte. Et en même temps, je sais pas bien faire la différence entre ce qui peut relever de l'affectif et puis des faits. Il faut savoir que Thomas, en tant que libraire islamique, est automatiquement couché sur les listes de fichiers S. C'est pas une activité très commune, donc il se sait surveiller. Il l'est très régulièrement. D'ailleurs, ça fait partie souvent des conversations qu'on a avec lui, c'est que ça tourne régulièrement autour de ils sont revenus, les policiers, inspecter ma librairie, où j'ai de nouveau eu une entrevue avec les services de la préfecture ou les renseignements. Il est surveillé, il le sait, et donc c'était pas pour lui une grande surprise. D'ailleurs, le jour où il a été perquisitionné juste après les attentats du 13 novembre, c'était pas une grande surprise pour lui. C'était impressionnant pour son entourage, ça n'a pas été une surprise pour lui. Je suis pas spécialiste des réseaux, je sais pas par où passent les réseaux islamistes, donc j'entends ce que me dit Benoît, mais j'ai pas les moyens de vérifier. Alors je lui propose quand même à nouveau de rencontrer son frère et puis de voir s'il n'y a pas moyen de faire un témoignage de la famille, à la fois son frère, lui, ses parents. Et là il me dit non, c'est trop fragile, la famille aujourd'hui est beaucoup trop atteinte, bouleversée par ce qui se passe, et je sens que c'est pas le moment de les fragiliser davantage encore avec un témoignage de ce genre. Donc j'entends, parce que je suis pas prescripteur évidemment, donc je décide de laisser à nouveau passer du temps. Et entre-temps, à la rédaction, tous ces sujets-là, ces thématiques autour de l'islam des banlieues, de la conversion, montent en puissance, et la rédaction en chef exprime le vœu d'un dossier, d'une production, à nous de voir, sur le phénomène de la conversion. Et donc revient sur le tapis, ce qui commence quand même à devenir un serpent de mer, c'est-à-dire, tes deux frères, là, les fameux convertis, tu nous les ressors quand depuis le temps que tu es sur leur trace, tu peux pas nous sortir quelque chose. Alors évidemment, il faut prendre la balle au bond, expliquer que c'est pas si simple. On est avant tout sur une matière humaine très sensible, et voilà, c'est pas nous qui tenons le robinet en quelque sorte. La matière première, c'est eux qui nous la donnent. Et donc le temps passe, je ne romps pas le contact du tout, au contraire, avec Benoît on se donne assez régulièrement des nouvelles, et à un moment, la situation est plus mûre, c'est-à-dire qu'on s'éloigne aussi des attentats, on est déjà début 2017, et un petit peu sous le pressing de la rédaction, je me dis, voilà, faudrait qu'on puisse arriver à produire quelque chose. Est-ce que ton frère, là, cette fois, serait d'accord pour me rencontrer ? Thomas, je le rencontre beaucoup plus tard. On est déjà en février 2017. Voilà, le rendez-vous a été pris par l'intermédiaire
son frère, et donc on a enfin été mis en contact. Et alors il m'attend sur le quai du RER avec son dernier petit garçon. Voilà, on est en hiver, il a un gros pull, voilà, il a les cheveux très très courts, une barbe soigneusement taillée, et voilà, on prend la direction donc de son appartement, un 3 pièces dans un HLM tout près de la station de RER. Voilà, on passe une matinée à échanger, il me raconte sa vie, il me raconte sa conversion, le fait qu'il est d'abord allé chercher du côté des réseaux évangéliques sur Internet avant de découvrir tout seul, toujours sur Internet, l'islam. Et puis après sa conversion, toujours tout seul sur Internet, ses ablutions qui ont commencé, ses allées et venues incessantes à la mosquée, ses parents excédés, son père qui à un moment donné lui dit écoute, si tu continues comme ça, c'est pas possible que tu restes ici. Et donc lui, son caractère assez entier, qui décide du coup de partir et de mener sa vie. On est en 2003 à l'époque, et puis voilà, et il disparaît du paysage de la famille, et il se marie, il a des enfants, voilà, il fait sa vie de son côté, il me raconte l'histoire. Donc c'est une histoire très intéressante qui correspond pas forcément en tout point à ce que son frère, lui qui m'a raconté à l'inverse sa vie de séminariste, sa vie de celui qui observe peu à peu la montée de la tension, et puis le départ de son frère. Voilà, les récits des deux frères ne se recoupent pas forcément. Je rentre pas forcément très à l'aise avec tous ces éléments, et donc quelques mois se passent encore, parce que voilà, la vie d'une rédaction c'est comme ça, on fait un journal tous les jours et on sait qu'on a ce projet possible. Et puis approche le 2e anniversaire des attentats, et là germe l'idée que ça pourrait être un récit très fort justement pour traiter de ces attentats avec un angle pour le coup très décalé. Pas simplement faire un bilan justice, société, mais aussi voilà, quelque chose de plus, un récit vraiment à hauteur d'homme. Je reprends contact à nouveau, je revois les deux frères l'un après l'autre, et je demande surtout aux parents s'il est possible Et les parents qui étaient très fermés sur cette démarche, qui comprenaient que leur fils témoigne, mais eux ne voulaient absolument pas en parler, cette fois acceptent 2 jours avant le bouclage peut-être. Je les ai au téléphone, on passe une soirée au téléphone entre 22h et minuit. Et là, c'est la troisième dimension qui me manquait, qui me permet finalement de recouper ou de laisser en suspens plein d'éléments qui ne se recoupaient pas. Le point de vue parental. Comment eux, catholiques, qui ont un temps appartenu à un groupe charismatique, puis ensuite qui sont devenus des cathos classiques, paroissiaux, le papa qui animait la messe à la guitare, et la semaine cadre dans une succursale bancaire, la mère voilà, au foyer, s'occupant de ses enfants. Voilà comment, dans cette famille ordinaire, il a pu voilà, avoir des choix de vie aussi opposés. Ça m'a permis de pouvoir donner à ce récit la dimension qui lui manquait. Donc le récit paraît le 13 novembre 2017, 2e anniversaire des attentats. Et ce récit, évidemment, il marque beaucoup le public. J'ai eu beaucoup de SMS, de manifestations de tous les milieux. Cathos, de cathos très cathos, à musulmans très musulmans, en passant par les cathos très engagés dans le dialogue. Voilà, toutes les sensibilités ont été marquées par ce récit, et surtout la famille elle-même. C'est-à-dire que ça a opéré en fait à 2 niveaux. Au niveau des lecteurs, qui sont voilà, quand même une fraction intéressante de cette opinion française qui cherche à comprendre ce phénomène souvent écarté, mis de côté en France, de l'importance du sentiment religieux, de la recherche de sens, de l'exigence de sens. Et puis, il a opéré aussi au niveau plus intime, plus familial. C'est-à-dire que cette famille qui avait recommencé progressivement depuis 2-3 ans à se refréquenter, se reparler, eh bien là, ça a vraiment été un accélérateur considérable. Le Noël qui a suivi, pour la première fois, Thomas
et sa famille, donc son épouse qui est d'origine algérienne, musulmane, et ses 3 enfants, élevés dans un islam très exigeant, ont fêté Noël ensemble avec leur famille. Et Benoît, donc, qui a eu en plus sa 2e petite fille au moment où le récit s'écrivait, m'a invité à participer au baptême. Et donc là, c'était un grand moment où j'ai vu toute cette famille rassemblée, où il y avait à la fois sur la table de la charcuterie et puis du couscous rapporté par la belle-fille. Et je me suis aperçu aussi que c'était pas fini sans cette famille. Il y avait certes les parents qui eux étaient catholiques pratiquants. Il y avait aussi les grands-parents qui eux sont plutôt des artistes saltimbanques, donnant volontiers un peu dans le spiritisme et les expériences plutôt New Age. Et puis il y avait un autre frère qui lui aussi quand même est plutôt du côté de l'islam. Il m'en avait parlé effectivement. Dans un récit, vous êtes obligé de choisir quand même deux protagonistes principaux. C'était Thomas et Benoît, mais il y a un 3e larron dans l'histoire. Et même une 4e, la petite sœur, qui elle n'était pas là. Parce que la petite sœur, elle fait du théâtre dans le sud de la France et elle a plutôt pris ses distances par rapport à la religion. Alors leur famille que je rencontre lors de ce baptême, on voit tout de suite quel est le dénominateur commun. C'est cette recherche effrénée, cette quête de sens, cette exigence cette radicalité au fond, qui traverse tout le monde. Et aujourd'hui l'histoire se poursuit parce qu'on continue de correspondre, parfois par SMS, par mail, aussi bien avec leurs parents, qui étaient au départ vraiment dans une démarche, après avoir été très longtemps fermés et méfiants, dans une démarche de reconnaissance, quoi, tout simplement, que cet article existe, qu'il ait permis d'ouvrir tant de portes, qu'il ait permis à leurs enfants de se reparler, de se retrouver, et surtout à une vie de famille, de continuer d'exister à travers des moments tout simples, les retrouvailles entre les oncles et les neveux, les repas de famille, les coups de fil. Au-delà de la religion, sachant que les parents là-dessus ont été très clairs. Nous continuons de penser que notre fils est dans l'erreur, mais il l'est sincèrement. Et il n'en est pas moins notre fils. Et il y a de leur part un profond regret qui ait pu avoir cette séparation, cette incompréhension qui a amené à un moment donné à ce qu'on ne se parle plus pendant plusieurs années. Cet article a rejoint l'histoire de cette famille. Il l'a d'une certaine manière lui a fait prendre un tournant. Et c'est là que, alors qu'un journaliste doit toujours de rester distant par rapport à ses sources, là il y a une histoire qui dépasse celle d'une double page dans un journal. C'est une histoire qui m'implique moi-même, qui les implique eux, et quelque chose a été noué. Un lien assez indéfectible qu'on ne sait plus trop nommer, en fait. Ça reste un sujet, ça reste des sources d'un point de vue professionnel, et c'est plus que ça dans la réalité, parce que aujourd'hui on est lié par cet objet, voilà. Et c'est un objet en plus qui ouvre sur une histoire qui elle continue de s'écrire par des mails, par des lettres, et puis on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je dirais que voilà, et je ne crois pas que des articles comme ça, on puisse avoir la chance d'en écrire beaucoup dans une vie de journaliste. Au fond, c'est un récit où la grande histoire des attentats qui ont traumatisé ce pays rejoint la petite histoire assez incroyable malgré tout de cette famille qui pourrait être nos voisins, qui pourrait être nous-mêmes, ou finalement des choix de vie très différents qui peuvent toujours être discutés, qui le sont en l'occurrence dans cette famille, malgré tout n'ont pas eu raison de l'amour qu'on se porte les uns aux autres. L'article de Samuel Liéven a reçu le prix Hamel 2018, un prix qui distingue un travail journalistique mettant en avant les initiatives de paix. Vous pouvez lire ce portrait croisé de Thomas et Benoît et voir une série de photos sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast.
L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix.